va être inondé d'algorithmes, de services personnalisés, au seul profit de mon bonheur, de ma QVT en entreprise. Et tout cela va se faire avec une forte conduite du changement et un accord, on dit généralement un consentement, de notre salarié. Mais que recouvre cette notion de consentement? Et ce, notamment dans une relation travail. Ça veut dire que quand on n'a pas le choix, on accepte le consentement. Donc, in fine, est-ce que ça veut dire que le consentement, c'est qu'on n'a pas d'autre option possible? Est-ce que c'est le début de l'abandon ultime? C'est la phase de renonciation, je dirais, inévitable. Dans toute relation juridique, qu'elle ne soit pas uniquement contrat de travail, ou contrat de prestation de service, contrat d'adhésion, le consentement, c'est l'ultime étape. C'est la phase où on est dans l'accord absolu. Quid dans la relation de travail? Nous planchons aujourd'hui sur donc, des algorithmes, des moteurs de recherche personnalisés, des recommandations à toute berzingue, des likes, des pas likes. En fait, on est dans une stratégie marketing. Très bien, super. On a ouvert une deuxième cible de marché pour les solutions marketing. Mais si on souhaite fidéliser le salarié, est-ce qu'on lui laisse réellement la possibilité de refuser ce joujou marketing à la main de son employeur? C'est quoi son intérêt à réfuter le bien fondé de l'innovation créatrice managériale? Et quelle image il renvoie à ce brave salarié qui serait un peu courageux pour lui dire « moi, j'y crois pas, il y a un quart de seconde ». Est-ce qu'il peut gérer sereinement ce refus? Et peut-il encore plus gérer ce refus dans un environnement économique complètement instable? Et la question, c'est quelle posture adopter finalement pour notre salarié? Est-ce que le consentement recueilli dans un lien de subordination a la même valeur probante que dans le cadre d'une autre relation juridique? Je m'explique. Je suis salarié, j'ai une relation de subordination avec mon manager, en tout bien, tout honneur. Et finalement, est-ce que quand je dis oui, je le dis de manière libre et éclairée, ou finalement c'est parce que je n'ai pas le choix? Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer l'impact du refus ou de l'opposition. Est-ce que finalement mon accord a du sens, s'inscrit dans un vrai collecte d'accords? Oui, non. Nous avons le règlement européen qui est sorti. La notion de consentement libre et éclairé a été un peu plus poussée. Et dans ce règlement européen, finalement, on vous demande d'obtenir un consentement qui soit sans équivoque. Alors, comment on s'assure que le salarié il a un consentement sans équivoque? Alors, dans vos effectifs RH, vous avez des juristes, certains dévoyés parce qu'ils sont passés côté RH. Et pour cela, ils se souviennent vaguement que quand on a une position de ce type à tenir, le seul moyen de s'en sortir, c'est commencer à amasser un stock de preuves pour se dire le jour où on est pris les mains dans le pot de confiture, on serait allé trop loin, eh bien finalement on peut prouver qu'on était de bonne foi, etc. Ça s'appelle un système probatoire. Et dans ce système probatoire, une des questions, c'est de savoir comment je m'assure que mon salarié est en capacité de consentir librement, sans équivoque, de manière éclairée. Ce que je vais vous démontrer par là, c'est que vous avez un cadre légal où on nous demande de faire la preuve que la personne a bien compris ce qu'on lui demandait, et donc le coup de cocher la case en bas à droite de toutes les CGU, de tous nos outils, ce ne sera pas suffisant, parce qu'on peut arguer du caractère équivoque de cet accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je vais vérifier qu'il a vraiment bien compris sans le vexer, parce que ça devient un peu... Vous ne pouvez pas faire un quiz test. Est-ce que tu as bien compris que si tu vas sur le RSE, on analyse tes sentiments? Se pose cette question-là. Jusqu'où on va mettre le curseur et quel accord pour quel niveau d'analyse? Juste un point, c'est que la loi informatique et liberté de 78, elle rappelait déjà qu'avant de faire toute une interprétation, il faut juste un humain entre la décision et la boîte mécanique 01010101. Et ça, cet humain-là, on a oublié qu'il était très important dans notre processus. Donc, se faire aider par des outils qui soient informatiques ou autres, très bien, pas de problème. Mais l'analyse de l'humain et la fiabilité de cet humain
et que cet humain soit celui qui explique aux salariés qu'est-ce qu'il en est, ça ne passera pas même par un Skype. Si vous voulez susciter la confiance dans ces nouveaux outils, oui, on peut voir ça de manière optimiste et que ça apporte plus de bonheur au travail ou plus de qualité de vie au travail. Why not? Mais s'il n'y a pas un humain pour expliquer, un humain qui crée la confiance, à ce moment-là, vous pourrez écrire tout ce que vous voulez, des chartes, du pilotage, du SMS, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas et vous aurez des récalcitrants. Quelle déontologie pour quelle pratique RH? Et ça, c'est un vrai sujet. Je vous rappelle que tout ce qui est algorithme dans 2 processus RH très importants comme la promotion et le recrutement, c'est chaud les marrons si l'interprétation est erronée ou peu flatteuse. Ouvrir la boîte de Pandore sur l'accès aux données, c'est également être en capacité de fournir aux salariés son dossier. L'axe disruptif de nos pratiques RH pose toujours la question du jusqu'où aller. Quelle éthique en informatique RH? Quelle déontologie pour quel parcours RH?